Alors, vous allez lancer Photoshop. J'imagine que vous avez Photoshop 2022. Si vous aviez une version plus récente ou plus ancienne, c'est pas très grave. C'est très bien. Alors, étant donné que sur les ordinateurs, là, c'est la première fois que vous utilisez la session et que vous avez lancé Photoshop, il arrive avec ses réglages d'usine. Donc, il n'est pas comme le mien. Le vôtre se présente complètement différemment. Alors, ce que je vais faire ici, que vous ne faites pas, parce que ce n'est pas nécessaire puisqu'il est déjà en réglage d'usine, je vais remettre le mien en réglage d'usine. C'est-à-dire tel qu'il était la première fois que je l'ai installé. Donc il y a deux manières de faire, soit on enfonce des touches au clavier pendant qu'on démarre Photoshop. Sur le Mac c'est Command Alt Shift, sur le PC c'est Ctrl Alt Shift, ou alors on va dans les préférences de Photoshop, c'est ce que je vais faire ici. Je vous rappelle que vous ne le faites pas, parce que ce n'est pas nécessaire, vous avez déjà votre Photoshop qui est en réglage d'usine, parce que vous ne l'avez jamais utilisé sur l'ordinateur. Vous ne l'avez pas modifié précédemment en travaillant dedans. Donc je suis allé dans les préférences de Photoshop général et ici je vais cocher réinitialiser les préférences à la fermeture. Voulez-vous vraiment réinitialiser les préférences? Oui. Cesse de me dire que je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Je vais quitter Photoshop et le relancer. Et là, je ne vais pas avoir besoin normalement d'utiliser les fameuses touches dont je vous ai parlé pour remettre à zéro le logiciel quand on le démarre. En principe, il devrait arriver remis à zéro puisque j'ai... Voilà. Ça ressemble un peu plus à ce que vous avez. Ça va arriver, voilà. On est d'accord? Parfait. Donc, là, on a une fenêtre flottante, c'est-à-dire que si on a plusieurs écrans connectés à l'ordinateur, on peut passer la fenêtre d'un écran à l'autre. Mais si vous n'avez qu'un seul écran, ça n'a aucun sens de garder votre logiciel Adobe comme ça, en fenêtre flottante. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre en haut de l'écran. Tout le monde le fait, ça. Menu Fenêtre en haut de l'écran. Vous allez décocher ici l'option cadre de l'application. Et à ce moment-là, les éléments de Photoshop, les palettes et tout, vont se coller au bord de l'écran, parce que c'est le seul écran. Voilà. Il n'y a pas de raison de garder Photoshop dans une fenêtre flottante. Si vous n'avez qu'un seul écran, vous comprenez un peu le principe. Alors ici, je vais fermer la fenêtre d'accueil. Voilà. Avec la petite boule rouge. La fenêtre d'accueil est fermée et on va aller dans les préférences de Photoshop. Donc si on était sur un PC, ce serait menu édition préférences. On est sur un Mac, c'est menu Photoshop préférences. Le menu Photoshop n'existe pas sur le PC, c'est un peu différent. Donc Photoshop préférences, on peut aller sur général. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille de faire et que je vais faire tout de suite, c'est aller décocher ceci. Afficher automatiquement l'écran d'accueil parce que j'aime autant que quand je ferme les images dans Photoshop et qu'il n'y a plus aucune image ouverte dans Photoshop mais que Photoshop est toujours ouvert. J'ai pas envie de voir chaque fois ce panneau d'accueil qui revient. Donc je décoche dans les préférences générales afficher automatiquement l'écran d'accueil. Ce que vous allez pouvoir faire ici à interface, c'est éventuellement modifier la couleur de l'interface. Pour la projection ici, je vais passer moi à la plus claire parce que ça c'est plus lisible de manière générale en graphisme, en communication. Du texte clair sur un fond foncé, c'est moins lisible. Il vaut mieux du texte foncé sur un fond clair. Mais moi, je le fais aussi pour cette raison-là, oui, mais aussi parce que pour la projection, vu qu'on a une perte de détail à la projection, ce sera mieux comme ça. Maintenant, vous choisissez la couleur d'interface que vous voulez. L'intensité d'interface, je veux dire. OK. Alors, vous allez ouvrir
le fichier qui termine par l'extension .psd. Tout le monde voit dans le dossier, là, tout le monde voit qu'il y a une extension, d'accord, qui indique que c'est un fichier de type Photoshop. Vous ouvrez donc, on commence par le travail de Abraham. Bien, alors, une fois que c'est ouvert dans Photoshop, là sur le Mac, vous pouvez éventuellement demander menu Photoshop, masquer les autres. Menu Photoshop, masquer les autres. Le raccourci, vous voyez, il est indiqué là, c'est Alt, Commande, H. C'est les touches Commande et Alt avec la touche H comme caché, Hide. Donc, on aurait pu utiliser le raccourci, mais voilà. Donc, du coup, ce qui était encore derrière éventuellement, les fenêtres de l'explorateur de fichiers du Mac ne sont plus visibles. Ça, c'est une caractéristique sur le Mac par rapport au PC, c'est qu'on peut avoir, derrière le logiciel, on peut avoir encore d'autres logiciels visibles en arrière-plan et ça peut parfois perturber. Donc, vous avez vu, commande Alt-H, c'est la solution. Vous avez donc une image ouverte. Vous pouvez utiliser sur le clavier la touche F. Alors, c'est là qu'en général, les étudiants me demandent « F ? Quoi ? F1, F2, F3 ?» Non, la touche F, qui sert à écrire les mots qui commencent par F. Si vous enfoncez encore une fois, vous changez chaque fois le mode d'affichage de l'image. Donc, soit le mode fenêtre flottante, comme ça, de l'image, qu'on peut bouger avec la souris en prenant par la barre de titre, soit le mode plein écran, et à ce moment-là, il faut utiliser la barre d'espacement sur le clavier. On enfonce la barre d'espacement et on arrive à bouger dans la fenêtre. Ou alors, troisième mode, sans les menus. Ça, c'est juste quand on veut montrer à quelqu'un une image sans qu'il sache que c'est ouvert dans Photoshop. Donc, la touche F. Ok, je passe avec ce mode ici, où d'office, même s'il y avait encore des logiciels ouverts derrière, on ne les voit pas parce qu'on est passé au mode plein écran. Je vous rappelle la barre d'espacement sur le clavier. C'est la grande touche à la barre d'espacement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, je sais, il n'y a pas ça sur le smartphone. Voilà. La roulette Alt et la roulette de la souris, c'est le zoom avant, zoom arrière. D'accord. Et puis, pour remettre l'image le plus grand possible sur l'écran, vous double-cliquez sur la main dans la palette des outils. Alors là, il y en a certains qui font ça. Ils cliquent sur la main, puis ils l'amènent. « Ah, monsieur, je double-clique, ça ne remet pas en grand. » Non! Tu double-cliques sur l'icône de la main dans la palette des outils. Et là, ça marche. Alors voilà, on a plein de palettes sur la droite, je suppose que vous les avez aussi évidemment, qui nous ennuient. Donc vous allez essayer ceci, vous allez enfoncer sur le clavier la touche tabulation. Et c'est là qu'il n'y en a que un ou deux dans le groupe qui peut-être savent ce que c'est la touche tabulation sur le clavier. Je vous montre sur mon petit clavier virtuel. La touche tabulation, c'est celle-ci. Si vous enfoncez cette touche, regardez ce qui se passe quand vous êtes dans Photoshop. Toutes les palettes disparaissent, ça peut être pratique pour bien travailler son image. On réenfonce, elles reviennent. Essayez maintenant d'enfoncer la touche Shift et tabulation en même temps. Regardez ce qui se passe, c'est seulement les palettes de droite qui disparaissent. Shift, tabulation. Alors là, il y en a qui sont en train de forcément de se tromper. Parce que je leur ai parlé de la touche Shift et ils se disent « Tiens, la touche Shift, c'est ça !» Non, ça c'est Caps Lock, c'est le verrouillage majuscule. La touche Shift, elle est là. Donc c'est Shift et tabulation en même temps. Vous pouvez d'abord enfoncer Shift et puis vous enfoncez brièvement tabulation. Et vous avez, voilà, déjà quelques petites astuces pour naviguer correctement dans un fichier Photoshop.
Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un travail mixte média, c'est-à-dire que l'idée, mixte média numérique. Donc il faut savoir que l'école est dans un projet de formation avec le Sénégal. En Afrique de l'Ouest, il y a le Sénégal et on collabore avec eux pour former des artistes locaux à différentes techniques, notamment le mixed média numérique. Et donc il y a un projet mixed média numérique qui va dans ce sens actuellement dans l'école. Et voilà, c'est un des travaux corrects. Donc l'idée c'est d'être un peu dans le disruptif. On n'est pas dans l'esthétisant, dans l'esthétique, on est dans l'énergie, dans le mélange de sources. C'est ça aussi l'idée. On a du griffonnage, on a de la peinture, on a des traces. Voilà. On est dans le dynamique. Et alors, l'idée, c'était de tous les travaux qui ont été imaginés, c'était de dénoncer un problème dans le monde. Ça, c'est pas toujours évident pour certains qui veulent être positifs tout le temps, en permanence. Monsieur, est-ce que les mangas, ça va comme sujet? Les mangas sont-ils un problème dans le monde? Non. Sauf si vous avez un petit ami ou une petite amie ou je ne sais pas qui n'arrête pas d'acheter des mangas, ça, c'est sûr. Moi, ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais le manga en soi n'est pas un problème. Donc, ici, j'imagine que vous voyez quel est le problème qui est dénoncé. Bon, j'ai pas regardé, mais à première vue, je veux dire, j'ai pas regardé dans le dossier quel est le thème, mais à première vue, c'est quand même la dénonciation du culte de la beauté, voilà. Les stéréotypes à atteindre, la publicité. Ça semble être ça, hein. Voilà, c'est pas mal, ça. Alors voilà, on va afficher déjà les informations sur l'image. Il y a différentes manières de le faire, mais on va aller dans le menu Images jusqu'à la ligne qui s'appelle Taille de l'image. Menu Images en haut de l'écran, Taille de l'image. Et là, vous découvrez que cette image est quand même relativement précise. 8419 pixels sur 5953. Je crois que la consigne était de faire des images de minimum 5000 sur 5000 pixels. Pas nécessairement carré, mais il fallait que ce soit au minimum ça. Donc c'est quand même assez précis comme image. J'imagine que ça va le pixel, vous voyez. Pixel, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de quoi? Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un acronyme. Picture Element, élément d'image. Pixel. Ça, vous ne saviez peut-être pas. Donc, c'est une image assez précise. Et alors, si on l'imprime, vous avez aussi ceci qui est indiqué 300 pixels par pouce. Si on l'imprime chez un imprimeur, elle peut être imprimée à 71 cm sur 50 correctement. Bien sûr, on pourrait l'imprimer plus grand, mais ça va commencer à devenir un peu flou. Et ce que vous allez faire là, c'est que vous allez décocher ceci, rééchantillonnage. C'est-à-dire vous bloquez l'image à cette définition-là. Vous la bloquez à cette définition-là, il ne sera pas possible, en modifiant les choses ici en bas, de modifier le nombre de pixels dans l'image, vous voyez ? En décochant rééchantillonnage. C'est un peu comme si c'était le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images, et on l'a désactivé. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer ceci. C'est ce dont on a parlé précédemment, avant qu'on démarre ici l'analyse des images. C'est que dans Photoshop, la résolution n'a strictement aucune importance, parce que ça peut être réglé par la suite dans le logiciel de mise en page. Donc ne vous cassez pas la tête à faire des images à 300 pixels par pouce. Regardez ce qui se passe si jamais j'indique maintenant 20, ce qui est une aberration.
Mais en fait, pour Photoshop, ça ne change rien. Rien ne change dans l'image. D'ailleurs, je peux cliquer sur OK, allez-y. Vous allez voir qu'il n'y a aucun calcul qui se fait. L'image n'a pas changé. Je retourne dans Image, taille de l'image. Voilà. Si je mets ici 1200, même chose. Ce qui compte, c'est la définition, pas la résolution. Le nombre de pixels sur une distance de 2,54 cm sur le papier, pour Photoshop, là, ça n'a aucune importance. Par contre, voilà, si vous ne disposez pas d'un logiciel de mise en page et que vous imprimez directement au départ de Photoshop, ça peut avoir d'importance. Pour un photographe, par exemple. Parce que ça influence la dimension à laquelle on peut imprimer l'image. C'est un peu comme une éponge, la résolution. Vous avez une éponge dans la vraie vie, avec des pattes et des yeux ou pas, je ne sais pas, peu importe, une éponge. Vous appuyez dessus, elle devient plus petite, mais elle est toujours constituée du même nombre de matières. Vous avez un élastique, vous tirez dessus, il est toujours constitué du même nombre de matières, la même quantité de matière, mais il devient plus grand quand vous tirez dessus. Ben, c'est le principe ici. Vous avez un certain nombre de pixels, c'est la matière. Suivant que vous la densifiez beaucoup ou pas, vous obtenez des dimensions différentes de l'image. Alors, 300 pixels par pouce, c'est généralement ce qui est demandé chez l'imprimeur, mais ça peut monter jusqu'à 450. Vous voyez chaque fois quelle est la dimension idéale. Pour une impression jet d'encre, 150 pixels par pouce, on peut imprimer l'image plus grande. Pour des raisons techniques que je ne vais pas développer ici, sachez que pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller à 300. 300, c'est pour l'imprimeur en général. Ok, peu importe. Peu importe ce que vous avez mis comme résolution, là, c'était juste l'explication, déjà. Je démystifie peut-être des fausses croyances que vous aviez, que la résolution dans Photoshop a une importance. Eh ben non. C'est la définition qui a de l'importance. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous êtes débutant ou pas, vous voulez comprendre correctement la matière première avec laquelle vous travaillez, les images numériques, je vous conseille cette chaîne YouTube. N'y allez pas maintenant, vous irez plus tard. Idico TV. C'est une chaîne qui présente plein de petites vidéos très intéressantes pour comprendre les bases des images numériques. Notamment ici, vous voyez qu'ils ont une vidéo qui s'appelle « Dimension de l'image ». Oui, quand on parle de la taille de l'image, la taille d'une image, c'est très vague. On ne parle pas, quand on est sérieux, de la taille de l'image. Parce que c'est pas précis. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la dimension en centimètres? Est-ce qu'on parle du nombre de pixels de l'image? Est-ce qu'on parle de la densité des pixels pour l'impression? Et c'est pas indiqué ici, mais moi j'ajoute, est-ce qu'on parle aussi de la taille du fichier? Donc, la précision dans les métiers de l'infographie, ça compte. Vous allez remarquer, ça peut générer des erreurs monstrueuses quand on est imprécis. Voilà, je vous conseille de regarder ces petites vidéos si vous êtes débutant. C'est bien. Bien, on va faire apparaître la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Donc les calques, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est comme des niveaux de construction dans l'image. De manière à pouvoir bouger facilement les choses, modifier facilement les éléments, les redimensionner, les faire plus petits, changer leur couleur. Tout est séparé sur des niveaux qui s'empilent. C'est ce qu'on appelle des calques. En anglais, c'est un peu plus parlant, ça s'appelle les layers, les couches qui s'empilent. Mais bon, dans la version française, c'est les calques, c'est comme ça. Bien. Vous allez pouvoir prendre la palette par son nom ici. Vous enfoncez, vous la bougez. Voilà. Et le reste, vous pouvez le faire disparaître avec la petite double flèche ici. Voilà.
On a une palette flottante de calque qui peut s'agrandir, bien sûr, ici. Voilà. Et là, vous voyez comment l'image a été construite. Il y a pas mal d'éléments parce que c'est du mixed media. C'est une des caractéristiques, c'est qu'on veut qu'il y ait de l'énergie, que ça vibre. Et il faut qu'il y ait des superpositions. Et voilà. Bien. J'imagine que vous avez une palette flottante et que vous arrivez à la redimensionner par la petite case en bas à droite, en survolant là, voilà. Les vignettes sont petites, on va les faire plus grandes. Donc vous allez dans le menu, c'est les lignes qui sont là en haut à droite. Alors surtout n'enclenchez pas ceci, parce que ça, c'est le filtre pour ne montrer que certaines choses quand on appuie là en fait. Voilà. Pour ne montrer que un certain type de calque. Donc déjà, vu que forcément vous allez cliquer un peu à côté peut-être, je vous explique déjà que ceci, évitez que ce soit enclenché. Voilà, mais on va dans le menu ici. Et vous allez dans la ligne, sur la ligne qui s'appelle Options de panneau. Et là, vous allez pouvoir choisir les grandes vignettes. Les plus grandes possibles. Allez-y. Vous cliquez sur OK et vous avez des plus grandes vignettes. Alors, une des caractéristiques d'un travail mixed média comme ceci, c'est que sur chaque calque, on a en fait des éléments qui, par rapport à la taille globale du travail, ben, ils sont assez petits, les éléments. D'accord ? Et ça peut empêcher de bien voir les choses. Donc, dans ce cas précis, on peut enclencher une option qui est bien pratique. Vous allez à nouveau dans le menu de la palette des calques, jusqu'à la ligne Options de panneau. Et là, vous allez choisir Limite du calque. C'est assez inhabituel d'enclencher ça, mais je pense que ça peut se justifier ici. Et donc, au lieu de voir un élément en tout petit sur la vignette par rapport à la taille du document, en fait, il devrait occuper tout l'espace. On devrait mieux le reconnaître. Voilà. Mais du coup, on n'a plus de notion de sa taille par rapport au document. C'est ça le problème. Alors, quand vous devez travailler sur une partie d'un photomontage comme celui-ci, vous pouvez simplement activer la vignette en cliquant à droite de son nom, comme ça. Voilà. Rappelez-vous la barre d'espacement éventuellement pour bouger. Bien. On va juste, pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop surtout, aller modifier la couleur. Donc vous pouvez aller dans le menu Images, Réglages. Alors vous n'avez peut-être pas cliqué sur le même élément que moi, c'est pas grave. En tout cas, vous avez activé un calque par rapport aux autres. Vous allez dans le menu Images, Réglages. Et on va faire un réglage destructif, c'est-à-dire qui modifie de manière permanente la couleur des pixels. Image, réglage, teinte, saturation, par exemple. Donc le raccourci, c'était Commande U sur le Mac. Donc si on fait Commande U, on arrive directement dans cette boîte. Alors, quelqu'un sait me dire pourquoi le raccourci, c'est Commande U ? Pardon? C'est tout simplement parce que en anglais, la teinte, c'est-à-dire une couleur sans tenir compte de sa luminosité et de sa saturation, la teinte, ça s'appelle hue. Ça s'écrit H-U-E, mais ça correspond aussi à la lettre U. Donc c'est pour ça, pour retenir, ils ont fait le raccourci Commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC. Allez-y, vous pouvez modifier. Et vous devriez voir que ça modifie. Sauf qu'il est
Voilà, il est derrière là, voilà. Il faut bouger la boîte. Voilà, vous arrivez à modifier. C'est de la modification destructive. Ah tiens, on a Hulk. Je vous laisse modifier comme vous voulez. En général, dans ce réglage, on ne touche pas à la luminosité parce qu'il y a d'autres manières de régler mieux la luminosité. On ne touche en général dans ce réglage que aux deux premiers curseurs. Ok. Donc là, vous avez fait de la modification destructive, c'est-à-dire que s'il y avait dans le processus des pixels qui disparaissent, ça ne va pas être possible par la suite de les faire réapparaître. Dans Photoshop, on choisit plutôt de faire de la modification non destructive. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent. Voilà, je vous rappelle Alt roulette pour zoomer. Je vous rappelle le double clic sur la main dans la palette des outils pour revenir avec l'image le plus grand possible sur l'écran. Alors voilà, si on veut modifier un élément quelque part ici, c'est pas toujours évident, il faut repérer où il se trouve. Par exemple ici, voilà. Où est-ce que ça se trouve dans le calque? Avec la roulette, je fais défiler. Voilà, ok, c'est là, j'ai remarqué. Mais tiens, c'est bizarre, il y en a deux. Donc, il y a une solution, c'est l'activation automatique du calque. Alors, vous avez ici l'outil de déplacement de pixels. Vous le voyez? C'est pas un autre outil qui est à la place? C'est pas l'outil plan de travail chez vous, hein. C'est bien l'outil de déplacement, parfait. Et dans les options là au-dessus, vous voyez la barre d'options? C'est ce qu'on appelle la barre contrôle. La barre des options, menu fenêtre, options, ne le faites pas, je vous montre, je désactive, voilà, elle y est plus, menu fenêtre, options. Elle va revenir dès que j'enclenche. Voilà, vous avez ça dans tous les logiciels Adobe, mais dans les autres logiciels, ça s'appelle parfois la barre contrôle. Là, c'est la barre des options. Et alors ceci, si c'est coché, sélection automatique du calque, quand vous cliquez dans l'image, n'importe où, regardez ce qui se passe dans la palette des calques, le calque s'active tout seul. Très pratique quand on a plein d'éléments. Alors ça foire juste un peu quand on a affaire, et c'est pas le cas ici, j'ai pas encore vu, mais quand on a affaire à des éléments qui sont en transparence. Parfois c'est celui d'en dessous qui s'active. Là il faut réfléchir un peu. Donc bien pratique ça. Et bien sûr on peut aussi déplacer. Avec l'outil de déplacement. Une fois que c'est activé, on peut déplacer. Très pratique, voilà. On peut aussi redimensionner avec édition, transformation manuelle. Le raccourci très connu qu'on utilise tout le temps, c'est Commande T sur le Mac ou Ctrl T sur le PC. Donc la touche commande, vous voyez sur le clavier, CMD. Voilà. À partir de là, vous pouvez prendre la poignée de l'élément qui est... Voilà. Et ça redimensionne, comme on voit. Voilà. On peut encore déplacer. Voilà. OK. Pratique, ça. Et alors, si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous bougez la poignée, l'élément reste en place mais se redimensionne là où il est. Ça, c'est très pratique. Oui, parce que sinon, vous devez chaque fois redimensionner à la bonne taille, puis le repositionner. Tandis qu'avec Alt enfoncé pendant que vous prenez une poignée du coin, voilà. À un certain moment, il faut dire si on valide ou pas ce qu'on vient de faire avec le petit V ou avec le sens interdit, là. Je valide avec le petit V, et voilà. Donc déjà là, vous voyez comment on peut améliorer éventuellement ce travail, en tout cas faire des versions bis, des versions alternatives pour essayer de l'améliorer. Et une fois que c'est amélioré, on compare avec ce qu'on avait avant et on décide si on a fait du bon boulot ou pas, ou si on a foiré le truc. Alors au niveau... Alors si j'analyse les calques ici, et je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà fait de l'infographie, il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans la manière dont ça a été fait? Il y a quelque chose qui manque, clairement, qui n'a pas été utilisé. Il y a des groupes, hein, il y en a. Quand c'est nécessaire. Il y en a.
Ça manque de calque de réglage, ça c'est une chose. Pour modifier les couleurs. Visiblement, dans ce travail, les couleurs n'ont pas été beaucoup travaillées. Les couleurs des éléments, elles sont restées telles quelles. Contrairement à celui-ci que j'ai modifié tout à l'heure. Non, mais il y a quelque chose qui est frappant dans ce travail. C'est qu'il manque ce qu'on appelle des masques de fusion. Et ça, c'est essentiel dans Photoshop. C'est parce que c'est un travail particulier mixed média. Mais vous allez voir avec le cours que le masque de fusion, c'est l'idéal. C'est-à-dire que pour enlever le décor autour d'un élément, en réalité, on ne l'efface pas, on le rend invisible. Et on est dans cette logique du non destructif. Mais ici, cet artiste-là a préféré ne pas utiliser masque de fusion et effacer carrément les pixels des décors. Donc on a des éléments qui sont entourés de transparence. Le damier gris et blanc, c'est ce qui symbolise la transparence dans Photoshop, puisque voilà, le blanc ne peut pas symboliser la transparence. Le blanc est une couleur dans Photoshop. Donc voilà, c'est une convention dans plein de logiciels. Maintenant, le damier gris et blanc, c'est de la transparence. Voilà. Vous pouvez tester d'ailleurs. Allez-y, avec la touche Alt, ne faites apparaître qu'un des éléments. Comme ceci. Avec Alt, si vous cliquez sur l'œil, il n'y a que cet élément qui apparaît. Vous voyez qu'il est entouré de transparence. À nouveau Alt, tout ce qui avait disparu juste avant réapparaît. Et bien sûr, si je n'utilise pas la touche Alt, ça enlève l'élément de l'affichage. Donc ça, c'est une bonne astuce. Alt-clic sur l'œil d'un calque ne permet de ne voir que ce calque-là. Voilà. Bien, alors le damier, là, pour ceux qui seraient un peu épileptiques, ça existe. C'est pas génial. Il y a moyen, il y a possibilité de le rendre un peu plus doux et agréable à l'œil. Même quand on n'est pas épileptique, c'est un peu agressif, je trouve. Mais nous n'avons pas le temps de parler de ça maintenant.